Bonjour à toutes et à tous. Alors là, vous venez d'avoir une présentation sur un réseau qui est le réseau Rainforest, qui est bien cadré. On va faire un petit pas de côté par rapport aux dispositifs expérimentaux. On va parler des peuplements d'essences atypiques. On raccourcit souvent à l'ONF en peuplement atypique. Donc qui n'est pas un réseau à proprement parler, mais plutôt un ensemble identifié de peuplements qui présentent des essences atypiques. Donc voilà, pour vous expliquer l'intérêt d'identifier les peuplements atypiques qui ont été plantés, je vais prendre un exemple un peu arbitraire qui est Pinus rigida. Donc là, c'est la présentation d'une fiche essence de Climessence, donc avec plusieurs indicateurs sur les facteurs limitants et les critères de production de bois. Donc je pense que vous connaissez à peu près tous. Donc on voit dans cette fiche essence que sur cette essence-là spécifiquement, il y a beaucoup de critères qui sont en I, c'est-à-dire inconnus. Donc on a très peu d'informations dessus. L'intérêt des peuplements d'essences atypiques, c'est d'aller voir dans des peuplements déjà installés, notamment par les gestionnaires forestiers, si on peut essayer de remplir des informations sur ces essences peu connues. On voit sur cette carte-là, c'est les points identifiés sur la fiche Climessence de cette espèce-là. Donc on voit qu'il y a un peu moins d'une dizaine de dispositifs de recherche implantés pour cette essence-là. Et donc l'intérêt, ce serait d'aller voir si en complétant avec des peuplements qui ne sont pas des dispositifs de recherche, si on peut améliorer nos connaissances sur celle-ci. Donc la mise en place de cette essence enquête atypique s'est faite en 2 temps au niveau de l'ONF. Donc d'une part, en 2015, il y a eu une enquête ponctuelle auprès des gestionnaires qui a duré 6 mois, donc avec environ 1000 retours. Et ensuite, le lancement en 2021 d'une web carto. Donc c'est un service fait par Esri avec une alimentation et une mutualisation en continu des données. Et donc cette enquête continue à l'heure actuelle. Les objectifs de cette enquête sont multiples. Premièrement, de coordonner à l'échelle nationale la synthèse sur les multiples initiatives locales de recensement de ces peuplements pour essayer d'avoir une base de données commune à l'échelle nationale. Le recensement de peuplements déjà existants, donc qui sont en dehors des dispositifs expérimentaux classiques. Ce recensement de peuplements déjà existants a l'avantage de pouvoir nous fournir des peuplements déjà adultes et non de devoir mettre en place de nouveaux dispositifs. Donc ça améliore la rapidité à laquelle on peut répondre à certaines questions. Donc de permettre l'amélioration des connaissances sur des ressources génétiques qui sont peu communes ou peu connues. Ça permet aussi d'identifier des peuplements qui peuvent être d'intérêt pour la recherche, notamment pour aller faire des études plus spécifiques dessus. Et l'un des objectifs initiaux était aussi d'utiliser les données de présence des essences pour modéliser la répartition de certaines de ces espèces. Donc je ne vous ai pas encore parlé de ce que c'est une essence atypique. Donc une essence atypique, ça répond à 3 critères différents. C'est une essence qui est à la fois peu présente dans la sylvo-écorégion considérée, donc vis-à-vis des données IFN. C'est une essence qui ne présente pas de problème sanitaire majeur identifié à l'échelle de la France. Et c'est une essence qui a forcément un caractère social. Donc là, par exemple, c'est une présentation avec le tableau qui n'est pas la liste des essences atypiques, mais qui est une liste des essences typiques pour la sylvo-écorégion Sologne-Orléanais. Et donc en fait, la liste des essences atypiques pour cette sylvo-écorégion, c'est une liste de 300 essences, moins ces essences qu'on peut voir dans ce tableau-ci. Oui, ces listes ont été construites en négatif par sylvo-écorégion. Les données enregistrées dans cette enquête, ce sont des données sur les espèces, donc notamment avec l'espèce principale qui est enregistrée dans l'essence. Puisque c'est une enquête qui a été visée pour être remplie par le gestionnaire, on a aussi instauré un critère de fiabilité de l'identification de l'espèce pour avoir l'information s'il est certain ou non de son renseignement. Est-ce que le peuplement est en mélange et est-ce qu'il a information de la provenance qui a été plantée. Ensuite, il y a des descriptions plus quantitatives du peuplement avec un nombre de tiges en catégorie très très grossière, une information sur l'âge et la hauteur du peuplement. L'objectif étant que l'enquête soit remplie depuis le bureau uniquement, avec les connaissances que possède déjà le gestionnaire. Ces informations-là sont encore une fois grossières. Ensuite, il y a des descriptions plus qualitatives, d'une part sur l'état sanitaire et la qualité apparente des bois.
Et la dernière information qui est très importante, puisque c'est la clé d'entrée dans la web carto, c'est la spatialisation, avec notamment les coordonnées GPS et les surfaces estimées des peuplements. Donc, il y a un point important, c'est que, comme je l'ai déjà dit, le remplissage se fait à dire d'expert par le TFT ou le service de gestion. Et donc, il n'y a pas de mesure précise faite sur ces peuplements-là dans le remplissage de la base de données. Ce qui fait que les analyses qu'on peut faire de la base de données en elle-même sont relativement contraintes par ce point-là. Donc là, c'est les nombres de peuplements qu'on a identifiés donc, sur une extraction de fin mai 2023. Donc on voit qu'on a un nombre de recensements qui est assez important, avec 2200 peuplements atypiques qui ont été identifiés pour l'ONF. On voit les différences par direction territoriale, qui sont des regroupements de régions pour l'ONF, avec quelques disparités en fonction des territoires. Notamment avec plus de recensement dans toute la façade Est et la direction territoriale Centre-Ouest Aquitaine. Aussi, on voit qu'il y avait un grand intérêt à refaire une nouvelle enquête après celle de 2015. Donc c'est ce qu'on voit avec les barres bleues, jaunes et vertes. Les barres bleues représentent les peuplements qui ont été identifiés lors de la première enquête de 2015. Les barres jaunes, celles qui ont été identifiées depuis 2021. Et le vert, c'est le nombre total de peuplements. On voit aussi qu'il y a quand même quelques directions territoriales avec moins de recensement. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit le nombre de peuplements installés est moins important que dans d'autres directions territoriales. Et on sait aussi qu'il y a un effet territoire, puisque le relevé s'est fait par enquête, on n'est forcément pas exhaustif sur nos relevés. Donc là, pour faire un rapide retour sur les essences qui ont été identifiées dans cette enquête-là. Donc j'ai séparé les graphiques entre feuillus et résineux. C'est purement pour simplifier le graphique, qui sont déjà assez peu lisibles. Donc on voit là toutes les colonnes, c'est les listes, chaque essence qui a été identifiée dans cette web carto-là. Donc on ne voit pas très bien. En ordonnée, c'est le nombre de peuplements qui a été identifié par essence. Et devant les noms d'essence, on voit aussi qu'il y a des petits symboles qui sont soit des ronds, soit des triangles, soit des carrés, qui représentent l'appartenance de l'espèce à des listes, soit aux listes de Climessence, donc notamment la présence de fiches espèces, soit, toujours dans Climessence, à la présence de modélisation de cette espèce, ou l'appartenance de cette essence aux listes îlots d'avenir qui sont prises en compte dans le projet Espérance. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur chaque espèce, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour les espèces les plus représentées, donc toutes celles qui sont à gauche sur ce graphique-là, elles sont quand même déjà un peu connues, puisqu'elles ont déjà soit fait l'objet de descriptions dans des fiches essence de Climessence, soit elles sont prévues pour les tester dans des listes d'îlots d'avenir. On voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de peuplements beaucoup d'espèces qui sont représentées par très peu de peuplements. C'est toutes les espèces qu'on voit à droite du graphique où on retrouve soit un ou deux peuplements. Ce qui fait qu'on pourra malheureusement tirer assez peu d'informations sur ces essences-là, avec aussi peu de peuplements. Maintenant, c'est le même graphique pour les résineux. On voit que sur ce graphique-là, il y a une concentration encore plus importante que pour les feuillus du nombre de recensements sur certaines essences, avec notamment une très grosse représentation des pins laricio et des sapins de Norman et du cèdre. Ce qui fait que sur ces essences-là, on peut avoir de l'information très intéressante. Par contre, on retrouve quand même une queue d'espèces avec très peu de peuplement. Sur le total, en termes de nombre d'essences, on est à peu près réparti 50-50 entre les feuillus et les résineux. En revanche, le nombre de peuplements par résineux est beaucoup plus important, avec environ 80% des points qui sont des résineux. Si on passe très rapidement sur les caractéristiques générales de ces peuplements atypiques, donc on voit qu'il y a 80% en résineux. Il y a 3/4 des peuplements où l'identification est certaine de l'espèce, sachant que s'ajoute à celle-ci des peuplements
qui ne sont pas identifiés à l'échelle de l'espèce, mais où l'identification s'est faite uniquement à l'échelle du genre, mais auquel cas on considère que la personne est certaine de l'identification du genre. Environ la moitié des peuplements sont mélangés. Et 2/3 des peuplements présentent plus de 30 arbres. Donc on peut dire que c'est plutôt ce qui correspondrait à des peuplements. Ça veut aussi dire qu'on a 1/3 des peuplements atypiques qui sont des peuplements qui comportent très peu d'arbres. Donc en moyenne, on a des peuplements qui font 15 hectares. Donc c'est pas mal pour les étudier, sachant qu'il y a aussi une grosse disparité de nombre d'arbres dans ces 15 hectares, avec parfois des peuplements très mélangés. Ces peuplements en moyenne, ils ont environ 26 ans. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut déjà avoir plus de retours que ce qu'on pourrait avoir avec des dispositifs expérimentaux. Donc pour compléter ce que je disais tout à l'heure, il y a un nombre très important de peuplements qui présentent des espèces non identifiées. Donc 235 sur les 2179, avec 3/4 pour les genres suivants qui sont pin, cèdre, Douglas et mélèze. Donc ça mériterait un gros travail d'expertise sur ces peuplements-là pour aller identifier plus finement l'espèce. Alors je prends le relais en fait en synthèse avec 2 diapos sur les enseignements qui vont reprendre des éléments qu'a cité Valentin en termes d'objectifs. Premier point important, c'est la constitution en fait d'une base de données assez importante puisqu'on a plus de 2000 peuplements et ça va nous servir pour les différents projets d'adaptation des forêts au changement climatique d'aller piocher dans ces différents échantillons selon les essences, selon les contextes. On a effectivement cette base de données dans laquelle on va pouvoir essayer de rechercher des éléments pour les projets futurs et on a un système qui permet effectivement d'avoir cette alimentation en temps réel. L'ensemble des opérateurs ont la connaissance de tous les points qui sont saisis et donc une information partagée qui permet effectivement d'inciter les utilisateurs à rentrer ces données de peuplement d'essences atypiques. Alors, des données supplémentaires, Valentin vous l'a dit, pour différents projets. On a les fiches espèces avec le projet Cocabio et puis on a aussi en termes de climessence certaines essences où on a un échantillon qui est un petit peu limite et là ça va rajouter des données supplémentaires et peut-être que pour certaines essences ça nous permettra d'avoir un échantillon suffisamment robuste pour se dire bah là on rajoute des essences sur lesquelles on détermine nos critères IKS et de pouvoir effectivement compléter la liste des 61 essences qu'on a actuellement. Troisième point, voilà. C'est un point relativement intéressant dans une perspective peut-être pas à court terme, mais un peu plus lointaine, c'est d'avoir tous les peuplements qui sont en limite d'air climescence. Et on se dit peut-être que c'est des peuplements qui ont développé des mécanismes d'adaptation. Et donc ce serait intéressant d'aller les voir et de faire un focus particulier, savoir si effectivement ces peuplements sont intéressants. Et notamment si on veut derrière peut-être avoir des peuplements porte-graines. Ils ont des capacités génétiques liées peut-être à leur adaptation qui permet d'avoir des graines qui donneront naissance à des générations peut-être un peu plus adaptées à notre évolution climatique. Et puis, dernier volet, c'est un peu cette réflexion sur la mise en place d'îlots d'avenir. En fait, on s'aperçoit que ces peuplements d'essences atypiques, alors même si nos prédécesseurs les avaient pas baptisés comme ça, c'est des peuplements, c'est des îlots d'avenir qui ont été en général introduits de manière assez opportuniste. Et donc, voir est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, est-ce que peut-être que certains peuplements qui ont des données assez hétérogènes, ça vaut le coup d'implanter des îlots d'avenir pour clarifier les situations. Est-ce que finalement, ils ont donné déjà des résultats intéressants, ça ne sert à rien de rajouter des essences parce que les connaissances sont quand même relativement robustes. Donc ça va peut-être permettre justement d'orienter un peu notre stratégie d'îlots d'avenir et puis du coup de cibler les priorités en termes soit d'essence, soit de provenance. Donc c'était les 4 grands points qu'on est en train effectivement d'analyser et d'explorer pour faire une synthèse de l'ensemble de ce réseau.
Un enjeu qui n'est pas sur la diapo, c'est que ça existe pour l'ONF, mais ça existe aussi avec la base, je crois, ILEX du CNPF. Peut-être que ça existe, ça se trouve, les COP suivent leur réseau d'essence atypique. Je ne sais pas s'il y en a, mais on aurait tout intérêt à essayer de rassembler ça, de structurer un tronc commun de données qui sont identiques, et puis de compléter l'échantillon. Comme ça permettrait d'avoir une force de frappe un peu plus fort, avec un réseau qui serait à la fois multipropriété, multipartenarial, et puis qui permettrait effectivement d'avoir cette base commune. Et je pense que le RMT a toute sa légitimité pour justement rassembler les différentes forces en présence pour essayer de mettre l'accent sur ces peuplements que nos anciens ont de manière assez stratégique implantés sur le terrain.